Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits marquants. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré une mini solaire centrale à Adaïlou. Et au Nouvel International, l'armée américaine menace d'intervenir en Libye. Merci de nous rejoindre. Et en cette journée de lundi 25 janvier, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est l'hôte officiel de la population sur la préfecture d'Adaïlou, dans la région de Tadjoura. Le chef de l'État a effectué un tel déplacement pour à la fois inaugurer une mini-centrale solaire et une plateforme sportive destinée aux jeunes. En marge de l'inauguration, le président va effectuer aussi la pose de la première pierre de futurs locaux de la préfecture et du collège d'Adaïlou. La concrétisation de ce projet honore une promesse que le président de la République a faite à la population de ce village lors d'un séjour qu'il a effectué dans cette contrée en 2002. La centrale solaire permettra d'alimenter toute la localité d'Adaïlou et ses environs immédiats. Ce projet va sensiblement améliorer les conditions de vie de personnes vivant dans ce secteur du district de Tadjoura. À son arrivée à Adaïlou, le président a été accueilli par le ministre de l'Énergie Ali Yacoub et le ministre de l'Intérieur M. Hassan Omar, ainsi que les autorités locales. La population d'Adaïlou s'est fortement mobilisée pour accueillir le président dans une ambiance joyeuse. Avant l'arrivée du président de la République, ont investi à Adaïlou de nombreux dignitaires et leaders coutumiers représentant l'ensemble des localités de Ouéma, à savoir Adaïlou-Ville, Adola, Gourra, Guégori et Assa Guela. La mini-centrale solaire a été réalisée par le ministère de l'Énergie en partenariat avec une société sud-coréenne. Durant la première phase de l'électrification de Adaïlou sera gratuite. Par la suite, des compteurs seront installés dans chaque foyer d'Adaïlou. Un comité constitué de représentants sera désigné pour gérer cette mini-centrale solaire et 5 personnes seront embauchées pour assurer dans son fonctionnement et son exploitation. Et
Et dans son intervention faite aujourd'hui lors de l'inauguration de la mini-centrale solaire d'Adeilou, le chef de l'État a indiqué qu'il lui échoua l'honneur de rendre disponible le courant électrique aux habitants de ce village. Je vous propose donc d'écouter les explications du président de la République. Pour l'inauguration solaire du village de Adeilou, qui sera bientôt suivi de celle de Assaïla. Il s'agit là d'une démarche qui s'inscrit dans un vaste programme qui a pour objectif de favoriser l'accès aux énergies renouvelables pour tous les habitants des villages que compte notre pays. أسعد مدى أكدو بحتم كهتبلين نعا أيروك تورانيا عدين الحي حيني اللحي الجنت ويتما عسئلا ميا دون نلقو حكومة سياسة تحت مديري معه بيتا كل الكلي أيروك توران أنا برا تبقلتي بشهد لنو. L'électrification rurale est une condition préalable à tout développement économique et social, et l'introduction aujourd'hui de cette infrastructure consiste à réduire la disparité observée entre les urbains et les ruraux en répondant à l'aspiration légitime de la population rurale d'accéder à une meilleure qualité de vie. كبت يكين دوران حاضري بنام محاكادنا مقالة بربي سيتا الجسنو إن كي حكي لون نيبوله بربي مقبوم هنوي توكيا بسوه أمتا بربي بسوه مرحو نغاي كتتكن يكيني تفليه معين بيكا حكومتك Nous avons dans cet esprit volontairement privilégié le concept de village solaire en utilisant les énergies renouvelables en zone rurale, étant donné le fort potentiel dont dispose notre pays en énergie solaire et éolienne. معهم بيتا الحمد لله نبارلو كابدا ايريو تو كوران دي حيتتني نم حكادنا يوم ست كورانني او حكادنا كل نبارو يحيي تو تبدا بنكا تنم يا. À cela s'ajoute aujourd'hui la problématique de la protection environnementale comme composante du développement durable. En effet, assurer une énergie propre, c'est préserver la nature, c'est lutter contre la pollution et la déforestation, c'est protéger la santé des êtres humains et du cheptel, bref, c'est assurer le développement durable. اللي هيتامتين فيها على وقت الجنين توكيا كادونا معهم بيتها حكومتها عروض اللي تامتوا يتنكادوا نسينا يجدها. Le cadre de vie du village d'Adailou et alentour connaîtront en un point du thé un début de modernisation. En effet, à partir de l'électrification, le cadre de vie va connaître une extension spatiale qui sera spectaculaire, suscitant des offres de services en tout genre. De nombreuses infrastructures à usage individuel et collectif
sont induites par cette électrification. Je n'en citerai que les plus essentiels: l'hydraulique humaine, les centres de santé et l'éducation. Je me réjouis d'ores et déjà avec vous du fait que le plus grand effet qu'aura l'introduction de cette infrastructure sur l'habitat d'Adaïlou sera sans nul doute l'amélioration de son niveau de vie en suscitant notamment une floraison d'activités économiques qui procureront aux ruraux d'énormes revenus monétaires non négligeables. وسمعين بيتها وهكلها أمتها قرآن وايتي أبلغ سجين من كي إلا بلن توا عدين روي مقالة أمك بكمل ديلي أمت تبدأ تبادونا معين بيتها أي شكو إلا يسري. De retour de la capitale jordanienne, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh se rendu donc ce matin dans le village d'Adaïlou pour inaugurer une mini-centrale solaire qui va alimenter en électricité ce village qui se trouve dans la région de Tadjoura. Après Ali Adé, c'est au tour du village d'Adaïlou d'être équipé de panneaux solaires qui lui permettent de bénéficier du courant électrique pour que les écoles, les centres de soins, les habitations et les ruelles puissent être éclairées. Il en va de même pour les pluies, le fonctionnement du téléviseur, du matériel électroménager dans certaines demeures ou du chargement des téléphones portables. Tout le monde doit profiter des progrès. Depuis quelque temps, la capitale n'a plus le monopole de l'actualité nationale. La raison est en simple. Elle est guidée par la volonté du chef de l'État de faire profiter aux zones rurales des avancées en matière de production énergétique grâce au solaire, une énergie propre, disponible et renouvelable. L'événement a mobilisé tous les habitants de ce village ainsi que le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalek Mohamed Boneta. Et pour plus de précisions sur ces informations, je vous propose de les suivre dans nos prochaines éditions. Et pour l'instant, dressant aujourd'hui le profil d'un écrivain public. Comme le nom l'indique, l'écrivain public est une personne qui écrit pour les éventuels demandeurs. Dans le cadre de sa profession et à caractère libéral, l'écrivain public reçoit en général dans son cabinet, celui-ci est souvent situé au centre-ville, un lieu proche des bureaux de l'administration. Ses clients sont souvent des personnes illettrées ou des personnes ne sachant pas lire et écrire, ou d'autres ne se sentant incapables de formuler leurs idées d'une manière adéquate et dans le format administratif conventionnellement requis. Il s'agit souvent de mettre sur papier des requêtes s'adressant aux différentes instances de tribunaux de simples demandes d'emploi ou des documents à traduire. Ainsi donc, l'écrivain public doit en plus de savoir écrire, maîtriser en général plusieurs langues en vue de satisfaire une clientèle variée aux doléances multiples. Pour plus de précision, écoutons les explications des propriétaires des cabinets d'écrivains publics installés dans le centre-ville de Djibouti qui nous parlent de leur profession. On reviendra donc aussi sur cette information et dans la page nécrologie d'aujourd'hui, nous avons appris avec beaucoup de regrets le décès survenu de ce matin à l'hôpital général Pelletier de feu Hassan Ismaël Ubesh dit Kodar. Feu Hassan Ismaël Ubesh dit Kodar a exercé de nombreuses fonctions dont il a été notamment employé au chemin de fer de Djibouti éthiopien, le CDE, conseiller technique auprès du ministre des Transports puis du ministre des Télécommunications avant d'être député au sein de l'UMP pendant 10 ans jusqu'à sa retraite.
Feu Hassan Ismail Ubeish a été, à l'instar de ses compagnons de lutte, un grand militant indépendantiste connu pour son sens du devoir et son patriotisme. Le défunt laisse derrière lui une épouse, 8 enfants et 17 petits-enfants. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité régionale et internationale en Libye où l'instabilité politique a favorisé l'installation de groupuscules djihadistes. Le général Joseph Dufour, chef d'état-major des armées américaines, a menacé d'une intervention directe des forces américaines. Je vous propose donc d'écouter les explications. L'armée américaine veut une action décisive contre l'État islamique en Libye. Les États-Unis ont averti que l'État islamique planifie d'utiliser la Libye comme une base régionale. Le général Joseph Dunford, chef d'état-major des armées américaines, a promis une action militaire urgente et décisive pour arrêter l'expansion du groupe extrémiste. Il a évoqué la possibilité d'un déploiement des forces terrestres en Libye, tout en précisant que ce ne serait pas de sitôt car l'armée américaine devrait attendre l'avis du ministre de la Défense nationale et du président Barack Obama. L'officier américain a ajouté que toutes ces mesures seront mises en œuvre si les États-Unis tombent d'accord avec la Libye. Et en Syrie, les forces loyalistes au régime du président Bachar al-Assad, appuyées par les raids aériens russes et les milices chiites iraniennes, libanaises et irakiennes ont gagné du terrain dans la région de la Taïqi. Des soldats russes ont également été vus sur le terrain. Commentaire de Asma Mohamed. Livrant d'intenses combats, l'armée syrienne et le milice qui la soutiennent, iranienne, libanaise et irakienne, ont pris hier le contrôle des positions stratégiques dans la province de Latakia, au nord-ouest du pays. Les forces du régime se seraient emparées d'une vingtaine de villages autour de la ville de Latakia et surtout de la localité de Rabia, décrite comme les derniers bastions rebelles stratégiques de la province. Ces avancées sur le terrain n'ont pu être réalisées que grâce à des bombardements aériens intensifs des avions russes. Des soldats russes qui tentent de camoufler leur visage ont également été vus sur le théâtre des opérations, ce qui démontre la volonté du Kremlin de faire plier coûte que coûte la résistance au régime du président Bachar al-Assad. Sur un autre front de l'est du pays, des combats tout aussi intenses se déroulent et deviennent plus meurtriers avec le raid aérien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'aviation russe a tué dans ce raid plus de 90 civils ce dernier jour. Quant aux tractations diplomatiques, elles semblent dans l'impasse. Les pourparlers qui devaient s'ouvrir ce lundi à Genève sous l'égide des Nations Unies sont repoussés. Les Russes voulant expurger la liste des négociateurs syriens afin qu'ils ne contiennent pas de réels opposants au régime en place. Et pour finir le journal, la visite du président Hollande en Inde pour tenter de finaliser la vente d'avions de chasse Rafale. François Hollande a démarré hier sa deuxième visite d'État en Inde depuis 2012. Le président français espère avancer sur le dossier de la vente de 36 Rafales à l'Inde, dont le contrat est estimé à 8,1 milliards de dollars. Commentaire dans ses explications. Le président français, François Hollande, a entamé hier une visite d'État de 3 jours en Inde. Cette visite est placée sous les signes de l'économie alors qu'il sera l'invité d'honneur de la parade militaire de la fête nationale de Republic Day. Demain mardi, le président français espère finaliser les contrats de vente de 36 avions de chasse de type Rafale dont le premier ministre indien Narendra Modi avait passé commande lors d'une visite à Paris en avril 2015. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, bougez pas. C'est les minutes du focus juste après une page de publicité. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous revoilà sur le plateau. Idriss Adota nous a rejoint pour les minutes du focus. Bonjour Idriss. Bonjour Choukri. Donc Idriss, tu nous as préparé 2 sujets pour cet après-midi qui portent sur l'élection présidentielle au Portugal et l'autre sur un sport. Donc je te donne la parole pour les téléspectateurs. Et bonjour à vous. Au Portugal, le professeur Marcelo est le président dès le premier tour.
grand favori de l'élection présidentielle au Portugal, le candidat conservateur Marcelo de Sousa a été hier élu dès le premier tour, porté par sa popularité comme commentateur à la télévision face à une gauche divisée. Après une campagne très personnalisée, sans affiche ni tract, Marcelo, l'ancien professeur des droits devenu présentateur de télévision, a été élu dimanche président du Portugal dès le premier tour de l'élection. Âgé de 67 ans, le candidat conservateur recueille 52% des voix, dévançant nettement son principal rival, l'indépendant de gauche Antonio Sampaio. Ce dernier obtient 22,99% des suffrages, selon des résultats quasi complets, qui pointent également une abstention à 51,2% en baisse par rapport à la présidentielle précédente. Je vais établir l'unité nationale, alors que notre pays sort d'une crise économique et sociale profonde, a déclaré hier soir Marcelo de Sousa, s'engageant à être un président libre et indépendant. Je l'encourage. Et on va vite passer au sujet des sports, les derbys londoniens hier. C'est qu'il faut retenir d'Arsenal et Chelsea. Match fermé à l'Emirat entre Arsenal et Chelsea hier. À ces petits jeux, ce sont évidemment les Blues qui l'ont emporté grâce à Diego Costa, 1-0. Arsenal manque d'une occasion de récupérer les trônes de la Premier League. Un dimanche après-midi de derby pour les Londoniens d'Arsenal et Chelsea. À l'Emirates Stadium, Arsenal commence fort mais voit son défenseur Mertesacker se faire expulser précocement, coupable d'un tacle en dernier au défenseur suédois. Sur Diego Costa, pardon. Le même Diego Costa qui va ouvrir le score dans la minute suivante en remplacement de Giroud par Gabriel. Arsenal va tenter timidement de revenir au score sans toutefois se procurer d'occasions vraiment dangereuses. À coup de sifflet final, un match sans grand relief remporté par les hommes de Guus Hiddink. Arsenal manque l'opportunité de reprendre la tête de la Premier League à Leicester et reste 3e, et Chelsea est 13e. Tu sais, Idriss, les tacles sont vraiment des gestes dangereux. J'ai vu ça une fois sur YouTube, ça m'a choqué. Merci. Merci. Je m'intéresse un peu au football. Merci à toi pour ces éclaircissements sur les deux sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose donc de rester sur Télé Djibouti pour les programmes qui vont suivre.